Oui. Bonjour à toutes et à tous. Tu pourras nous raconter ce que tu as amené tout à l'heure, Francesca. Je suis très curieuse, ça me laisse avec beaucoup de curiosité. On continue sur le Food Forum avec cette 3e journée. On questionne la durabilité de nos assiettes en se demandant est-ce que manger local, c'est forcément manger durable, en voyant du côté des approvisionnements pour la restauration collective, pour la restauration privée, dans différents types de cuisine, à la fois bistronomie parisienne, gastronomie genevoise, et aussi dans les cantines scolaires. Avec toi, Audrey Pulvar, merci à toutes les 3 d'être avec nous. Je suis ravie de vous avoir. Et ce panel 100% féminin, ça me réjouit. Je le dis. On va commencer sans tarder. Il y a beaucoup de clichés en fait qui sont associés à l'alimentation. Quand on parle de locavorisme, on se dit souvent, enfin on entend souvent, je préfère manger une tomate qui a été produite à côté qu'une tomate même bio qui vient d'Espagne ou d'Italie. La vérité, c'est si la tomate locale est faite avec beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides, c'est moins bon pour l'environnement que la tomate qui vient d'un peu plus loin et qui est bio. Évidemment, on va voir que ce qui est l'idéal, c'est d'avoir du bio et du local. Ce n'est pas toujours évident, ni dans la restauration collective, ni dans la restauration privée. Autour de la table, Bérangère Fagard, bienvenue. Tu es chef et propriétaire du restaurant C'est Lune à Paris 11. Tu sors la tête d'un marathon, toi aussi, un relais des chefs pour sensibiliser aux Jeux paralympiques avec un relais d'une 30aine de chefs qui se sont tendu la cuillère et pas le bâton cette fois pour cuisiner. Tu pourras nous en dire un mot. Tu aimes bien travailler collectivement. La preuve, tu es aussi coprésidente de la communauté écotable. Merci d'être avec nous. Merci. Francesca Fucci, tu es chef du Fiske Bar, qui est le restaurant de l'hôtel Ritz-Carlton de Genève. Tu es originaire des Pouilles dans le sud de l'Italie et tu fais une cuisine avec différentes inspirations en Suisse. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Et Audrey Pulvar, tu travailles aux côtés de la maire de Paris sur les questions d'agriculture urbaine, de circuits courts et d'alimentation. Alimentation durable. Mais pas que l'agriculture urbaine, la transition écologique de l'agriculture qui nourrit Paris. Voilà. Sur tous ces sujets, on va voir qu'ils sont vastes et qu'on peut parler d'agriculture quand on est à Paris, évidemment. Bérangère, tu es normande, tu as vécu dans beaucoup de pays étrangers et tu mets tout ça dans ta cuisine parisienne. Comment tu fais pour concilier à la fois ces influences-là et en même temps la recherche d'une cuisine la plus durable, engagée possible? Est-ce que c'est compatible? C'est compatible, mais effectivement, je fais le choix de ne pas me priver surtout pour pas être trop frustrée. Donc je me fournis en produits bruts au plus locavore possible. Bon, évidemment, le poisson, je suis quand même obligée d'aller le chercher dans la mer, mais en tout cas, je sais d'où il vient et je sais qu'il est pêché par des petits bateaux. Voilà, que c'est une pêche raisonnée et durable. Mais j'aime beaucoup les épices, par exemple. Donc j'utilise pas mal d'épices, ce qui donne d'ailleurs souvent l'envie voilà, le côté voyageur. Et il y a des produits aussi que j'ai choisi de pas utiliser parce qu'ils viennent de trop loin. Par exemple pendant longtemps, la mangue, l'avocat, l'ananas, voilà. Tu dis pendant longtemps parce que tu as changé, tu es revenu parce que maintenant, on trouve des avocats en Italie. Enfin voilà, on trouve pas mal de produits exotiques. On trouve du gingembre en France, de la citronnelle. Enfin, on a réussi, grâce au réchauffement climatique, malheureusement, à produire des fruits et des légumes exotiques, beaucoup plus proches de la France. Et donc, je me permets de temps en temps ce petit plaisir. Sachant que les épices, finalement, c'est souvent transporté en bateau ou avec des transports qui sont un peu moins impactants que des produits frais qui sont parfois transportés en avion. Donc, d'un point de vue carbone, là encore, c'est pas si terrible, je crois, d'utiliser des épices d'ailleurs. Ça donne beaucoup de goût, quoi. Oui, voilà, il n'en faut pas. En termes de ratio, on est pas mal. Ouais. Mais je me dis toujours, je fais le maximum. Mais en fait, moi, ma cuisine, elle est empreinte de mon expérience. Et mon expérience, elle est pleine de voyages. Donc, j'ai pas envie de me priver de tout. Je fais le maximum et parfois, je fais des petites concessions.
De quel œil tu vois justement les restaurants qui sont 100% français ou des chefs comme Florent Laden, dont la démarche est vraiment très extrême sur rien ne vient de plus de 100 km de son resto. Je crois que c'est le sel qui vient du Cap Blanc-Nez, à savoir vraiment à 100 km de son restaurant, l'ingrédient le plus lointain de sa cuisine. De quel œil est-ce que tu vois ça? Je trouve ça incroyable. Je trouve ça, enfin moi j'admire, hein, j'espère que j'arriverai à une cuisine comme celle-ci. Et à prendre autant de plaisir en fait à la faire avec des ingrédients qui seront peut-être un peu plus imposés. Je pense que c'est aussi de l'expérience, de la recherche, du temps, de l'information, enfin chercher à s'informer, toujours mieux. Et oui, en tout cas, je pense qu'on a tous envie d'être le plus cohérent possible à ce niveau-là. C'est possible sur le territoire francilien? C'est possible, je pense que tout est possible en fait. Hein. On fait bien des restaurants monoproduits, donc en fait, en Ile-de-France en tout cas, on a déjà pas mal de choses. Après, voilà, je crois qu'il faut être inventif. Audrey Pulvar, tu dis que c'est plus difficile de le faire avec le terroir francilien? Alors moi, je ne suis pas restauratrice, mais oui, j'imagine que c'est plus difficile de le faire sur le territoire francilien en s'approvisionnant à moins de 100 km. Ou même pour nous, Ville de Paris, le critère de proximité, moins de 250 km, que quand on est effectivement à 100 km du Cap Blanc-Nez ou quand on est dans le sud de la France, dans des régions où il y a beaucoup plus de diversité en termes, et de filières en termes d'agriculture durable. Nous, Ville de Paris, on est effectivement, pour nous, le critère de proximité, de localisme n'est pas suffisant. Tu disais tout à l'heure dans ton introduction, pas forcément la meilleure idée d'avoir une tomate de proximité par rapport à une tomate qui vient de plus loin, mais qui est produite dans des conditions différentes. On a des critères de durabilité pour notre restauration collective. Le label bio, de préférence bio français. Quand ce n'est vraiment pas possible de faire autrement, soit on décide de se passer du produit, si c'est un produit trop lointain, soit on le fait venir avec vraiment parcimonie. Le critère conversion en bio pour les agriculteurs qui sont en 2e ou 3e année de conversion vers le bio. La pêche durable, évidemment. Les labels rouges pour les viandes d'élevage pas pour le poisson, parce que le poisson c'est vraiment pêche durable, pas de poisson d'élevage, mais le label rouge pour les viandes d'élevage, mais les labels rouges avec les cahiers des charges les plus exigeants en termes d'alimentation des animaux et de bien-être animal, et puis une série de labels, je dirais, complémentaires, comme le commerce équitable Nord-Nord, Nord-Sud, etc. Et on part du principe, après, je ne vais pas détailler tout maintenant, mais on part du principe que le critère de localisme est important, mais qui n'est pas suffisant. Et notamment en Ile-de-France, où on a essentiellement... alors, nous, encore une fois, notre critère de localisme, il est à 250 km autour de Paris, donc ça va bien au-delà de l'Île-de-France. Mais si on se référait à l'ultra-proximité, en Ile-de-France, il y a essentiellement des grandes cultures céréalières, il y a essentiellement du conventionnel agrochimique. Donc, si je me contente du critère de localisme, je ne vais pas aller très loin en termes de durabilité, de juste partage de la valeur, de juste rémunération des agricultrices et des agriculteurs et de réduction de l'impact de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement. Il faut comprendre aussi que quand la ville de Paris élabore ce cahier des charges et ces critères-là, derrière, l'impact est énorme. C'est 30 Absolument. millions, c'est ça, de repas par en an. restauration. Alors nous, on a décidé de faire de la commande publique un levier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai la responsabilité du développement de l'agriculture urbaine, mais l'agriculture urbaine, c'est un petit maillon de la chaîne qui est important, qui nous tient à cœur, mais qui ne suffit pas évidemment à nourrir les Parisiens, ni même à fournir la restauration collective parisienne. Donc nous, on utilise le levier de la commande publique pour transformer en amont l'agriculture qui approvisionne Paris, l'agriculture qui nourrit Paris. Et quand dans un cahier des charges, dans un marché public, vous indiquez que vous voulez tel critère de durabilité, tel critère en matière de bien-être animal, tel critère en termes de proximité et de saisonnalité, parce qu'à propos de la tomate bio, là, la tomate bio qui vient de France, on la trouve à la saison de la tomate. C'est quand on est hors saison qu'on ne la trouve pas et qu'éventuellement il faut la faire venir d'ailleurs, ce qui n'est vraiment pas notre karma. Donc quand vous imposez un certain nombre de critères sur vos marchés publics,
ben, vous demandez à vos fournisseurs d'améliorer leur qualité, mais ce n'est pas juste une injonction. Ce sont aussi des débouchés. Ce sont aussi des débouchés sûrs et pérennes que vous leur apportez. Et donc, c'est aussi de la structuration des filières d'agriculture. Alors, c'est essentiellement une agriculture paysanne hein, que nous soutenons, des filières d'agriculture durable, de transformation et d'alimentation durable. Francesca Fucci, même question que Bérangère tout à l'heure. Toi, pareil, tu as des influences multiples. Donc, tu es du sud de l'Italie, tu es installée en Suisse et tu fais une cuisine. Enfin, l'inspiration de Fiskebar, c'est un restaurant de poissons plutôt d'inspiration nordique. Comment tu fais pour résoudre l'équation de quand même t'inscrire dans un terroir suisse? Ou est-ce que tu résous cette équation tout simplement? Ben, par rapport aux poissons, on essaie, bien sûr, comme justement elle disait Béranger, il y a certains produits qui ne peuvent pas être vraiment locaux. Après, quand même, on a des poissons des lacs et des rivières, même de l'élevage. Donc, par exemple, j'utilise la truite du Jura. À la place, avant, au début, j'utilisais la truite des fjords, vu qu'on est un restaurant inspiration nordique. Mais là, j'ai bien réfléchi, pourquoi pas, justement, parce que ça aide les entreprises qui sont autour de nous déjà. On connaît les produits et on fait aussi en cuisine que c'est plus durable. Après, comme il disait Béranger, c'est difficile de faire 100%. Il y a peut-être des chefs qui arrivent, chapeau, mais je pense que c'est bien de faire quand même tous nos efforts, des petits efforts. Et ce n'est pas que les produits, il y a plein de gestes qu'on peut faire. Par exemple, moi, je suis une grande soutentrice de la cuisine zéro déchet, que c'est très important. Comme par exemple aussi, je fais beaucoup de cueillettes, que c'est à zéro impact sur l'ambiance, parce que c'est la nature qui nous fournit ça. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire autour. Et si on attend d'être parfait, on ne ferait jamais rien. Donc, on commence tous dans notre petite chose. Et on commence tous pour l'ambiance à faire quelque chose. Ça serait important et c'est un bon message. Même nous, à la maison, si on attend d'être parfait, on ne ferait jamais rien. C'est la pureté militante aussi qui parfois est un peu paralysante. Là-dessus, Bérangère, vous êtes assez raccord aussi sur le fait de choisir vos combats, en fait, vous dire ok, mon temps et mon énergie est limité, je suis restauratrice, j'ai déjà un agenda et une semaine qui est très très chargée. On me demande en plus d'ajouter des combats et notamment le combat que tu as avec la communauté écotable. Comment tu mènes tout ça de front et comment tu choisis tes combats justement? En tout cas, nous par exemple à Paris, je pense qu'on a la chance aussi d'avoir une logistique et des intermédiaires qui nous facilitent beaucoup le travail sur le choix des produits et des producteurs. Je pense à des épiceries comme le Zingam, Terroir, et tout. Enfin, il y en a plein. Il y en a maintenant plein. Il y en a 380, donc tu peux y aller. C'est ça qui est super. Et nous, on a pareil pour la restauration et on a beaucoup de chance parce que finalement, on a une logistique qui est possible par rapport à ça. Donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et après, moi, je mène le maximum de combats que je peux. mais j'ai besoin d'énergie et de plaisir pour ça. Donc, je pense que vraiment, mon impasse, c'est ces petites choses qui viennent d'un peu loin de temps en temps. Mais je suis pareil, je fais très attention au gaspillage. J'essaie d'utiliser tout dans les produits. Je réduis la masse de protéines dans mon assiette. Je fais un plat végétarien qui est aussi sexy que les plats carnés ou poissons. Voilà, il y en a plein des petites choses qu'on peut faire. Du circuit court aussi, tu travailles notamment avec une pêcheuse à Granville. Tu veux nous parler de la relation que tu as avec Emmanuel? Avec Emmanuel Marie. Emmanuel Marie, déjà, c'est une des seules femmes marin-pêcheuses. Donc moi, j'ai déjà pas mal de respect parce que c'est quand même un métier de dingue. Et on est de Granville toutes les deux, donc en fait on s'est connus, moi je faisais des galettes saucisses et elle travaillait au bar, voilà. Donc c'est que plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait déjà bossé ensemble. Et en fait elle est très investie, très engagée, elle passe les messages de manière assez claire sur les réseaux, c'est hyper intéressant. Et en fait avec pas mal de pêcheurs à Granville, ils ont une vraie politique là-dessus, d'essaimage, de protection pour la reproduction, des périodes de reproduction. Et c'est hyper important de voir que nous, on n'a même plus à faire attention à ça. C'est les gens qui sont en direct avec le produit, qui vont pêcher,
qui ont tellement à cœur ces causes-là, que moi, voilà, je fais entièrement confiance et je pense qu'il faut les accompagner. Et ce que fait la ville de Paris avec les producteurs d'Île-de-France, c'est juste énorme. Notamment avec des initiatives qui incluent tout le bassin et tout, voilà, le bassin de la Seine. Agri-Paris-Seine, tu peux peut-être dire un mot, Audrey? Oui, oui, tout à fait. Alors juste très rapidement sur la question du 100%, alors 100% vertueux, effectivement, on aimerait tous l'être, mais on peut au moins tendre vers ça, même si c'est pas forcément, on n'y arrive pas forcément. Et c'est encore une fois, il faut tenir compte aussi de l'offre du territoire. Nous, par exemple, quand on dit, on est aujourd'hui à 56% de bio et ou durable dans notre restauration collective. Tu disais tout à l'heure, c'est 30 millions de repas par an. Mais c'est 56% de durable, dont à peu près 44% de bio. Ce qui est bien au-delà des objectifs nationaux. C'est 2-3 fois les objectifs nationaux. D'ailleurs, Bérangère l'a constaté puisqu'elle est venue faire la cuisine dans une de nos... C'est vrai, c'est pas des blagues. Il y a vraiment des produits frais en cuisine dans les écoles, dans les collèges et tout. Voilà. Mais on s'est fixé l'objectif de 100%. Mais on ne s'est pas fixé l'objectif de 100% bio. Peut-être qu'on aurait pu le faire si j'étais dans la Drôme. Mais on s'est fixé l'objectif de 100% bio et ou durable, parce que je parlais tout à l'heure des critères de durabilité, dont fait partie le critère bio, mais qui n'est pas le seul. Parce qu'effectivement, on a cette réflexion de se dire, bon, tenons compte aussi des réalités de notre territoire, des réalités du territoire à 250 km autour de Paris et même à l'échelle nationale. Et comment on peut accompagner cette transition écologique. Si on fixe des objectifs irréalisables, ça ne servira pas à grand-chose. Je pourrais dire 100% bio, effectivement, en considérant que je fais venir du bio de n'importe où pour les cantines parisiennes, produit dans n'importe quelles conditions et à n'importe quel coût écologique finalement. Mais là, on préfère dire, on va au maximum sur le bio durable de proximité ou français. Et pour ceux qui n'existent pas, on a des critères de durabilité qui sont exigeants et qui permettent d'avoir une alimentation de qualité à portée de nos convives. Et avec les débouchés qu'on apporte, eh bien, on sécurise des agriculteurs, des agricultrices, des éleveurs, des pêcheuses qui peuvent s'engager encore plus dans la durabilité et s'engager encore plus vers le bio. Et comment on fait ça? Donc, je disais avec le levier de la commande publique, mais aussi de façon très concrète avec Agri-Paris-Seine dont tu parlais à l'instant. On a créé avec 6 autres collectivités, le PETR du nord de Lyon, la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris, la métropole Rouen-Normandie, la métropole Le Havre-Seine et donc la ville de Paris et Haute-Paris. On a élaboré on a fait des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, beaucoup travaillé pendant 2 ans, puis 1 an d'élaboration avec tous les services de ces collectivités-là pour rationaliser les choses. Et maintenant, on a créé cette association de coopération territoriale qui a pour mission de structurer tout le long du bassin de la Seine, donc en partant de Lyon et en remontant vers l'embouchure. Cette association a pour mission de structurer les filières, donc de rationaliser la demande de ces collectivités, la commande publique, et de rationaliser l'offre du territoire, à la fois en production d'alimentation durable, mais aussi en transformation, en logistique, en distribution, en réemploi et en revalorisation derrière. Et puis on a aussi lancé dans le même temps un projet qui s'appelle Seine nourricière. Là c'est avec un consortium, donc avec Agri-Paris-Seine et plusieurs autres collectivités, puis des organismes et des experts, qui consiste à pendant 2 ans la mener des études pour expérimenter la logistique décarbonée par le fleuve. Parce que la question de logistique, Bérangère en parlait rapidement tout à l'heure, c'est une question majeure. À partir du moment où vous parlez d'agriculture et d'alimentation durable et d'accessibilité à l'alimentation durable, vous sortez du schéma ultra-industriel, rationalisé, etc., pour aller vers du circuit non seulement court, mais de proximité, pour aller vers de la relation hyper proche avec des acteurs qui sont en général assez fragiles, vous-même étant un acteur assez fragile. Et donc, la question, par exemple, de la logistique, elle peut faire capoter un projet ou le faire avancer.
Et donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et puis je parlais de la restauration collective et après il y a toute la partie donc, qui concerne un petit peu plus les mesdames et singulièrement ce que disait Bérangère tout à l'heure sur le Zingam, terroir d'avenir, etc., qui est le maillage du territoire parisien par des lieux d'alimentation durable soutenus par la ville. Il y a 380 épiceries, cantines solidaires, cantines partagées, etc. Sur le territoire parisien, dont les 2/3 sont soutenus, installés, cofinancés par la ville de Paris. Ça fait partie de mon travail. Tu pourrais en dire après un mot justement sur comment vous faites pour ce financement. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui pourraient être éligibles. On y reviendra. Et effectivement, l'idée, c'est de créer comme ça une espèce de réseau de l'alimentation durable qui permettent à Bérangère de pouvoir s'approvisionner sans difficulté auprès de fournisseurs, tout en ayant vraiment présent à l'esprit, pour moi, quelque chose qui est indispensable, c'est de ne jamais perdre de vue le juste partage de la valeur. C'est-à-dire que le producteur en début de chaîne soit correctement rémunéré, le transformateur également, et qu'en bout de chaîne, le consommateur ne soit pas trop assommé. Comment on fait ça? D'une phrase, on soutient. C'est-à-dire qu'il faut une implication des pouvoirs publics. Et je dis souvent aux porteurs de projets, n'ayez pas la demande d'aide honteuse. Parce que les autres, là, tout le système agro-industriel et conventionnel en agrochimie, ils ont les aides de la PAC, ils ont des aides du gouvernement régulièrement, et tant mieux si ça permet à certains de s'en sortir. Et donc il n'y a pas de raison que le secteur de l'agriculture et de l'alimentation durable n'ait pas aussi des soutiens des pouvoirs publics. Francesca Fucci, tu parlais tout à l'heure de passer de la truite de Norvège à une truite du Jura, plus proche de ton restaurant à Genève. Tu as une clientèle peut-être exigeante, on parle de haute gastronomie, tu es dans le Ritz-Carlton. Est-ce que cette clientèle est sensible à ça, ou est-ce qu'elle se dit je viens manger chez toi, je vais forcément attendre du homard, du caviar et toute la panoplie de ce qu'on attend dans l'imaginaire d'un restaurant haut de gamme comme le tien? Bien sûr, comme tu dis, on fait partie de ce marché de luxe. Donc, bien sûr, on a des clients qui attendent ça. Mais la chose importante, c'est aussi avoir une alternative pour tous les clients. Parce que de plus en plus, il y a des personnes qui sont sensibles à la thématique. Et donc, avoir quand même, comme je disais tout à l'heure aussi, on ne peut pas faire du 100%, mais quand même avoir des produits qui sont du territoire, donner une alternative, parce qu'il y a de plus en plus, surtout les épicuriens, et pas les personnes qui ont la richesse, sont de plus attentifs à tout ce projet social et ces projets qui ont justement importance à l'ambiance et à la durabilité. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas que seulement le produit, mais c'est plein de gestes que moi j'essaye toujours d'éduquer. Et même autant que compagnie, par exemple Ritz-Carlton, on a mis en pratique dans tout l'hôtel des gestes pour, par exemple, diminuer la consommation de l'eau, de l'électricité. On n'a que de l'eau filtrée dans tous les restaurants. Même si on a un 5 étoiles, on essaie quand même de donner des messages et de dire, comme je disais tout à l'heure, tous, on peut faire quelque chose pour l'ambiance. Si on attend d'être parfait, on ne ferait jamais rien. Donc, c'est ça l'important. Donc, de toujours être là et avoir l'alternative. Tu peux nous donner un exemple ou deux de recettes que tu fais, dont tu es fière et qui utilisent des produits du terroir local? Là, par exemple, alors, produit du terroir, comme je disais tout à l'heure, c'est un produit qui est en assiette signature. J'ai toujours la truite du Jura. Avec ce moment, on utilise des courgettes, de yogourt et des courgettes locaux. On a un producteur galais que je travaille régulièrement avec lui, que c'est vraiment à, je sais pas, 10 km dans le restaurant. Après, par exemple, là j'ai ramené, vous pouvez goûter, j'ai créé un saucisson. Je l'ai ramené avec moi, donc après vous pouvez venir tous à déguster. J'ai créé un saucisson de poissons parce que je ne voulais pas jeter justement tous les parures que j'avais de la truite, comme la ventrèche, comme la queue.
et aussi des autres poissons. Je le mets ensemble et je fais fermenter. C'est aussi une autre technique ancestrale que j'ai appris dans cette année. Tu utilises beaucoup la fermentation? Oui, beaucoup, parce que ça me permet, comme il disait aussi tout à l'heure, d'utiliser des produits de saison. Donc là, on peut utiliser les produits de saison, les garder, les stocker pour l'hiver. J'ai fait plein de pots et des conserves. Et ça, c'est aussi un bon geste. Et là, le saucisson, il est aussi fermenté, donc c'est un poisson fermenté. Et c'est une chose que les personnes, ils adorent. Ils me demandent même d'acheter, quand ils ont fini les repas, ils le voient acheter, ramener avec eux. Tu vas faire une épicerie de fermentation de poissons. Excellent. Bérangère, à ton tour de nous donner l'eau à la bouche avec une ou deux recettes à la carte en ce moment. Alors en ce moment, j'ai rien à la carte puisque j'étais en plein marathon. Non, mais en fait, moi, ce que je fais aussi, je crois que j'essaie de travailler beaucoup les produits qui sont un petit peu moins snob. Le maquereau, j'allais dire les bulots. Alors les bulots, c'est carrément devenu snob. C'est carrément devenu hyper rush. Mais, ah bon? Ouais. Mais en tout cas, voilà, les abats, des produits qu'on n'aurait pas l'habitude de manger dans des restaurants bistronomiques, voilà. Et que je mets en valeur avec des associations un peu marrantes et où les gens redécouvrent ce produit. Et je me fais des petits défis comme ça, les salsifis, tu vois. Ouais, et tu l'associes avec quoi? Le salsifis, je l'ai fait infuser dans du thé noir. Après, je l'ai fait rôtir au beurre. Après, je mets des petites coquilles Saint-Jacques quand c'est la saison. Petite émulsion aux noisettes, au lait de noisettes. Parce que comme ça, c'est sans lactose. Pas mal, ça donne envie. C'est frais. Mais je trouve que essayer de trouver le luxe dans des produits qui n'en ont pas l'habitude, c'est aussi notre rôle en tant que cuisinière. Et moi, c'est mon délire. J'aime bien de prendre des bas produits, comme on dirait, et les mettre en valeur. Et les anoblir. Et je pense qu'à force de faire ça, les gens ils reviendront sur des choses plus essentielles et plus simples. Prendront du plaisir dans autre chose que le homard et le caviar. Exactement. Je profite de ta présence, Audrey, aussi pour aller sur le champ politique. Est-ce que choisir de faire une cuisine locale, c'est parfois, surtout dans le contexte politique qu'on a traversé, avec un repli vers l'extrême droite, est-ce que ça peut être considéré aussi comme un repli vers une forme de nationalisme de la cuisine et du coup de mise à distance de cuisine d'ailleurs et d'influences étrangères qui nous font parfois aussi du bien jusque dans les cuisines pour ouvrir un peu les esprits? Comment on conjugue ça pour pas que en fait, la cuisine du terroir elle soit appropriée par l'extrême droite? Alors, moi, je suis évidemment très ouverte aux cuisines du monde, aux influences du monde. En plus, je suis française, je suis une Française qui vient de loin. Là où j'ai grandi, la cuisine est très différente de la cuisine traditionnelle parisienne, par exemple. Hein. Dans les Antilles. Le jambon beurre, dans la petite commune du Saint-Esprit, à la campagne où j'ai grandi, il n'était pas très populaire. Mais non, en fait, moi, j'aborde cette question pas sur la forme nationaliste d'une revalorisation des produits de terroir, etc., mais vraiment de façon très pragmatique en regard de l'urgence climatique, de l'impact de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement, en matière de justice sociale, de santé publique et de santé des écosystèmes. C'est-à-dire que pour une ville comme Paris aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation sont le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre pour une ville comme Paris, après les transports et bien avant le logement. Ça veut dire que c'est fini, c'est ça? Non, pas du tout, on a le temps encore. Donc, moi, une des missions que la maire de Paris m'a confiée, c'est de réduire la part de l'agriculture et de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Donc, ça passe par plus de proximité, et le soutien d'une agriculture durable qui préserve les écosystèmes, qui préserve la santé des paysannes et des paysans et qui préserve en général la santé publique. Donc moi, je me mets vraiment sur ce point de vue-là, c'est-à-dire il y a un sujet
réel et urgent de réchauffement climatique, de dégradation de la biodiversité et donc globalement de dégradation des conditions d'habitabilité de l'homme sur Terre. Et l'agriculture est un des sujets majeurs en la matière, en termes d'impact environnemental, mais aussi en termes d'accès à l'alimentation. Plus le réchauffement climatique s'aggrave, plus les conséquences du réchauffement climatique raréfient la ressource en terres cultivables et la ressource en alimentation pour le plus grand nombre. Alors qu'aujourd'hui, on produit déjà largement de quoi nourrir l'ensemble des êtres humains. Et plus on utilise une agriculture conventionnelle, agrochimique, qui a des impacts environnementaux désastreux pour ce qui concerne les pesticides et des impacts sur la santé humaine absolument désastreux et qui en plus utilise une quantité importante de la ressource en eau, puis on aggrave le problème de réchauffement climatique. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a la question de je dirais pas de la souveraineté alimentaire, mais en tout cas de la capacité des territoires à nourrir leur propre population. On parle souvent de 3 jours pour Paris. Voilà. Par exemple, là, dans Agri-Paris-Seine, un des membres fondateurs d'Agri-Paris-Seine, c'est la communauté d'agglomération Le Havre-Seine. Donc c'est toute la région autour du Havre, qui est une région très agricole, très productrice en termes essentiellement de maraîchage et puis de grandes cultures céréalières également. Et le représentant du Havre-Seine dans Agri-Paris-Seine dit souvent, mais en fait, 98% de notre production est exportée soit vers le reste de la France, soit vers le reste du monde. 2% de notre production reste sur le territoire. Et il se retrouve à importer de l'agriculture produite ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est à son échelle ou à l'échelle de la France? Non, c'est à son échelle à lui. À son échelle à lui. Bon, si je prends le cas de l'Île-de-France, on est à 300% résilient sur les produits issus des céréales, mais évidemment beaucoup moins en termes d'élevage, en termes de produits laitiers transformés, etc. Donc, la question de la capacité des territoires à nourrir leur propre population, elle se pose également. Et c'est dans ces termes-là que j'envisage la question. Nous, quand on dit, par exemple, pour le plan alimentation durable de la ville de Paris, on veut 100% de bio durable, dont 75% de bio, mais dont 50% des 100% sont produits et transformés à moins de 250 km de Paris. Ben, ça laisse 50% à plus de 250 km de Paris. Mais c'est vrai que la tendance pour nous, pouvoirs publics, qui soutenons la transition écologique de l'agriculture, elle est plutôt à valoriser une production locale, française, limite européenne, et évidemment, on essaie d'éviter. Il y a quand même ça arrive quand même parfois, mais on essaie d'éviter la mangue, l'ananas, alors l'avocat, etc. Mais bon, à un moment, il faut arriver à faire la balance entre la réalité de l'urgence climatique et l'impact du système alimentaire mondial sur ce sujet-là, et effectivement des questions politiques nationalistes. Là-dessus, Bérangère et Francesca, vous avez un avis sur cette question-là, sur le fait que parfois la cuisine de terroir, la cuisine locale soit reprise par l'extrême droite? Ou par aussi une volonté de ne pas forcément changer les habitudes en termes de viande, parce que qui dit cuisine de terroir dit souvent, en France en tout cas, pâté croûte, cuisine vraiment très carnée. Comment on fait? On se dit on peut faire une cuisine locale, végétale et humaniste. Ouais, faut pas oublier que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Donc, mais il y a du couscous de légumes, hein, sans viande. Bah ouais, non, mais non, parce que je pense que l'extrême droite l'oublie souvent. Non, moi je pense que on fait des nouvelles générations, des gens qui sont un peu plus sensibilisés à ces sujets, et qui donc sont des cuisiniers qui vont avoir une créativité pour aller chercher ce qu'il y a dans leur jardin, ce qu'il y a chez leurs producteurs effectivement à côté, la cueillette, comme disait ma camarade, je pense que pour un cuisinier en plus, c'est avoir des contraintes, c'est vachement bien, quoi.
ça nous fait vachement progresser, ça nous fait évoluer. Et la cuisine végétale, c'est un monde. Quand il y a une personne qui est végane qui vient au restaurant, bon, la plupart du temps, tout le monde trouve ça chiant, mais en vrai, c'est un vrai défi. C'est un défi, ça t'ouvre un monde que tu ne connais absolument pas. Ça pousse à la créativité, quoi, la contrainte. Et puis à redécouvrir des aliments qu'on a mis de côté pendant longtemps, notamment je pense aux céréales en général. On a des milliers de variétés, on en utilise que deux. Les légumineuses, c'est tellement bon les légumineuses, mais en fait on a les vieux souvenirs de la cantine, de la saucisse lentille. Donc en fait je crois que c'est on a ce rôle-là. Mais et le végétal, oui c'est quasiment évident, quoi. Avant de vous donner la parole sur les minutes qui nous restent, Francesca, tu veux rebondir sur ce que tu as entendu? Est-ce que tu as un complément à apporter? Alors, moi, j'envisionne, comme je disais, un peu plus équilibré. Donc, ça veut dire qu'en respectant mon territoire, parce que je suis en Suisse, par contre, je travaille dans un restaurant où il offre du poisson. Donc, déjà, pour moi, c'est surtout légumes et poissons. Après, j'ai toujours une petite tâche sur la viande parce qu'on est en Suisse et la Suisse, il est très connu pour leurs vaches, leur fromage et justement la viande. Donc, j'ai toujours quelque chose, mais c'est vraiment une petite partie pour moi parce que, comme on disait tout à l'heure, mais même parce que ce n'est pas seulement une chose, de plus en plus, on parle de cette thématique, ce n'est pas qu'une chose par rapport à la durabilité, mais c'est aussi par rapport à la santé. Tout à fait. Donc, manger des légumes, on le sait tous, c'est la chose, ça doit être le principal aliment pour nous. Après, on peut mettre les protéines à côté. Mais donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut respecter, vu qu'on fait tous plus attention à la santé, aussi d'aller vers une cuisine où ils privilègent les légumes et un peu moins les protéines. Évidemment, moi, je travaille plus du poisson. En plus, je viens des Pouilles. Donc, et je viens d'un village bord de mer, ça s'appelle Margherita di Savoia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis grandie en face de la mer. Donc, pour moi, les poissons, c'est vraiment dans mon ADN. Ça fait partie de ma... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez apporter quelque chose à la discussion? Vous êtes timide aujourd'hui par rapport aux 2 derniers jours. Là, on est sur une fin de course pour tout le monde, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Maintenant, moi j'ai une question pour Francesca et pour Bérangère. Est-ce que vous êtes donné déjà le challenge de faire un menu à 100% local? Parce que vous voyez, vous travaillez des produits locaux, mixés avec des produits qui viennent de plus loin. Est-ce que vous donnez des challenges comme ça de faire des choses à 100% locales? Moi, j'ai quand même des fournisseurs qui sont assez locaux, j'avoue. Enfin, j'ai beaucoup une partie de mes légumes, mes herbes aromatiques, ma viande qui viennent vraiment de pas loin. Donc, je pense que je le fais assez régulièrement sans le savoir. À part le poivre, évidemment. Et parce que aussi, j'aime beaucoup cuisiner végétarien. Et donc, mais c'est vrai que je pourrais me faire ce défi-là. Je pense que je le fais sans me le mettre en défi. Mais c'est un bon défi que je vais essayer de faire. Et toi, Francesca? Moi, par exemple, j'ai lancé une série de 4 mains. Et là, j'ai choisi un chef local aussi, et il est Jean-Marc Bessir. On a décidé de faire un 4 mains avec cette thématique, par exemple. Et tous les deux, on est 2 chefs qui ont travaillé le poisson. Et alors, on a dit, pourquoi pas faire un dîner qui est poisson du lac. Et donc, on a lancé, on ferait le 26 septembre, un dîner à 4 mains, 90% des produits, légumes et poissons, vraiment à kilomètre, on dirait 0. Vraiment de notre petit canton. Et c'était un challenge parce que justement, en tant que chef d'un restaurant de poissons, bien sûr, les 70% des poissons, c'est de la mer, donc ça ne vient pas de Genève. Et c'était sympa pour moi d'accepter. On a pensé à faire ça et j'ai dit pourquoi pas, je m'engagerai à donner de la valeur à du poisson qui notamment il a moins de iodé, moins de cette côté iodé, donc il faut le valoriser.
Et c'est intéressant pour moi. On fera bientôt des repas avec des poissons de la Seine après l'avoir dépollué, Audrey, ou pas? Peut-être. C'est pas encore dans ma feuille de route, mais peut-être. On se donne rendez-vous dans quelques années pour goûter les silures de la Seine et d'autres poissons. Bérangère, tu n'es pas sûre de ça? Non, si, j'aimerais bien, franchement. En tout cas, j'imagine que ça sera possible un jour. Non, mais pas fermé. Ils ont déjà pas donner des idées comme ça à la maire de Paris parce qu'elle les met à exécution. Hein, donc. Au pied de la lettre, on va lui en parler. Il y a déjà plein de pêcheurs. Je vais le lui glisser à l'oreille. C'est l'attend pas à chaque fois des Jeux olympiques pour le nettoyer, pourquoi pas? Elle le fait régulièrement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une observation, une demande? Ou est-ce que l'une d'entre vous a un complément, un message à faire passer en guise de conclusion? Simplement, pour ce qui me concerne, on va dire ce que je dis souvent, c'est que quand on étudie ces problèmes de système alimentaire mondial, etc., on a tendance, alors effectivement, à véhiculer un certain nombre de fausses bonnes idées. Tu les signalais tout à l'heure, hein, le fait de prendre sa voiture, par exemple, prendre sa voiture diesel et de faire 25 km pour aller acheter un panier en vente directe à la ferme, c'est pas forcément moins émetteur de gaz à effet de serre que d'acheter un produit qui est arrivé conditionné par un mode de transport industrialisé, mais rationalisé et avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, moi, ce qui me surprend toujours, c'est les freins. Enfin, qui me surprend pas vraiment, mais qui m'exaspère un peu, ce sont les freins qui restent très présents face à la transition, alors qu'elle est indispensable. Et que on sait aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit, ce sont des grands organismes internationaux, c'est l'ADEME, etc., qui démontrent qu'aujourd'hui, là, en 2024, on produit déjà 1,5 fois trop de nourriture par rapport aux besoins de la population mondiale. Et il y a 900 millions de personnes qui ont faim. Et la faim dans le monde, ce n'est pas une fatalité. C'est une question de choix politique. Alors, pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, on produit en équivalent tonnes céréales 50% de trop de ce qu'il faudrait pour nourrir chaque être humain à sa faim. Et on pourrait faire la même chose en bio. On pourrait nourrir l'ensemble de la population mondiale actuelle en bio, à condition, par ailleurs, de réduire sans la réduire à zéro, mais de réduire notre consommation de protéines carnées. Et on pourra même le faire quand on sera 12 milliards d'êtres humains, si un jour on est 12 milliards d'êtres humains sur Terre. Ces données-là, elles existent, elles sont scientifiques, elles sont documentées depuis très longtemps. Tout ça, on sait ce qu'il faut faire. Et on ne le fait pas, parce qu'il y a un vieux système qui résiste et qui nous explique matin, midi et soir que ça n'est pas possible. En fait, c'est possible. Mais c'est une question de volonté politique et j'aimerais beaucoup qu'on soit très très nombreux à se rendre compte que c'est possible et qu'aujourd'hui, le fait que 900 millions de personnes sur Terre ne mangent pas à leur faim, c'est un scandale, mais ce n'est pas une fatalité. Merci Audrey. Peut-être une dernière chose, Bérangère, j'y pense. Une initiative qui reconnecte aussi les professionnels, et ça peut intéresser des gens dans la salle, à notre territoire francilien, la classe verte des chefs que vous proposez avec la communauté écotable la semaine prochaine. Tu peux en dire un mot? La semaine prochaine, ouais. Donc la communauté écotable, c'est une association qui fédère les professionnels autour de l'alimentation durable, justement pour accélérer cette transition écologique nécessaire. Et on fait pas mal de choses, et notamment là, on fait notre première classe verte, où on va visiter 2 fermes en Île-de-France, puisqu'on a un partenariat avec Haute-Paris. Donc c'est des fermes qui ont été aussi accompagnées dans leur transition. Et donc on emmène des professionnels sur place, on fait une visite, on a des produits à disposition. On a normalement des professionnels qui savent cuisiner, qui se sont gentiment proposés. On fait un grand repas là-bas. Et je crois que c'est ça, en fait. Faut se donner un peu de temps pour rencontrer les gens, pour faire du lien, pour s'informer,
mais pas de manière chiante. Et voilà, parce que c'est quand même, tous ces sujets-là, c'est assez angoissant, quoi. Je veux dire, c'est angoissant, c'est souvent moralisateur, c'est pas facile. Comme on disait à notre échelle, on fait notre max, mais parfois on a l'impression que ça sert à rien. Mais moi, je vous conseille de rejoindre des collectifs, des associations, de parler à vos voisins, de venir à la classe verte, d'aller à la classe verte le 16 septembre avec nous. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les politiques qui vont pouvoir changer ça, c'est aussi à notre échelle. Et je pense qu'on est capable de le faire. Et qu'en plus, en fait, c'est assez satisfaisant. Ça apporte de la joie. Plaisir. Francesca, un dernier mot? Oui, je suis d'accord. Et si j'avais un message à dire, pour moi, il faut faire tous, on peut le faire, essayer de consommer moins et plus de qualité. Parce qu'on fait, comme je disais, les déchets, pour moi, c'est important. Si on réfléchit, même à la consommation de l'eau à la maison, et même nous, dans les cuisines, on a vraiment des mauvaises habitudes qu'on pourrait éviter. Et ça fait tous des petits gestes pour tout le monde, et tous, on peut participer à ce projet. Donc, moins, plus de qualité, plus de restaurants qui font la qualité et moins de la restauration qui fait vraiment la masse. Et vraiment, ils n'utilisent pas des choses même pas bonnes pour la santé. Donc, c'est vraiment... Ça peut être une petite chose que tout le monde peut faire. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous toutes et tous d'être venus nous écouter. On se retrouve à 14h pour parler du juste prix en restauration. Quel est le juste prix entre étoilé et cantine de quartier? À tout à l'heure. Et si vous voulez